Dimanche pluvieux, mais dimanche heureux à Mieux Vivre Expo, puisque vous serez probablement nombreux à venir visiter le salon aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voyager un petit peu. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Alain Verret. Alain Verret, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît directeur de publication, éditorialiste aux Échos des Pays de Savoie, mais on vous connaissait moins amoureux d'Afrique. Alors, dites-nous un petit peu cette passion. Elle remonte il y a plusieurs années. D'où vient-elle ? Oh, elle vient du fait que depuis toujours, je cherche à passer des lieux de vacances, à trouver des lieux de vacances qui soient en dehors des circuits touristiques. Dès que à plusieurs reprises, j'ai été rattrapé par la vague du tourisme et donc j'ai fui un petit peu devant et je me suis retrouvé à Madagascar d'abord et puis sur le continent africain ensuite. Ça fait une bonne trentaine d'années que je fais un voyage par an à peu près dans les différents pays d'Afrique. Alors quand on cherche comme ça à sortir des circuits touristiques, ça va quoi ? Vous allez avoir à la rencontre vraiment des populations qui sont dans les terres, dans les tribus ? Au départ, j'y suis allé un peu comme tout le monde pour la faune, la flore, les couchers de soleil, les coups de girafe et tout ce qu'on peut imaginer là-dessus. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des Africains qui m'ont fait découvrir une autre facette, plus cachée et plus intime de leur culture. Et donc j'ai tiré là un fil qui m'a amené une plotte qui m'a fait connaître toute la culture artistique, bien que pour eux ça ne soit pas de l'art, mais tout ce qu'on appelle maintenant l'art primitif ou art premier, et moi je préfère le terme de art tribal. Alors cet art tribal, on le retrouve ici sur ce Mieux Vivre Expo, donc dans le Hall D, vous avez organisé une grande exposition avec plus, je crois, de 300 pièces que vous avez récoltées au cours des 30 dernières années. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on retrouve, puisque je suppose qu'il y a une installation un petit peu particulière, on doit avoir des regroupements peut-être par ethnie, par idée. Expliquez-nous, puisque l'art primitif... Non, alors quand une de vos collègues l'autre jour m'a demandé comment on décide d'être collectionneur. C'est pas une décision. On décide pas forcément d'être collectionneur. On achète une pièce, on achète 2 pièces, on achète 10 pièces, et puis un beau jour on se retourne, la maison est pleine d'œuvres d'art. Alors, il y en a plus de 300 là, vous avez une grande maison. Oui, une grande maison. Et puis on se réveille un jour collectionneur sans l'avoir forcément à chercher. Et donc à partir du moment où la collection a pris une certaine ampleur, dirons-nous, elle n'a plus de sens si elle ne va pas trouver un public, si on ne partage pas une passion avec quelqu'un, si on ne cherche pas à faire connaître la culture qui sous-tend toutes ces pièces artistiques. Et donc ici, j'ai rassemblé à peu près 300 pièces mises en scène sous forme de tableaux par thématique. On retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique des thématiques identiques, comme la maternité, comme le cheval, comme les instruments de musique. Et donc c'est avec ces tableaux que l'on a constitué une exposition sur 300 mètres carrés environ, avec autant de pièces que de mètres carrés, dans le hall E de Roche Expo. Alors art primitif, des pièces qui sont toutes faites à la main, quels sont les matériaux qui sont travaillés justement par les hommes là-bas ? Alors, généralement, quand je commence un exposé sur l'art primitif, je commence par dire que c'est pas de l'art et que c'est pas primitif. Ça met tout de suite les choses en place. Non, c'est pas de l'art au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire que pour nous l'art c'est quelque chose qui doit faire beau, qui décore, où l'esthétique prime, et qui sert à décorer, à améliorer son intérieur. Pour eux, c'est pas du tout le cas. Les pièces, elles sont faites pour des rituels, pour occuper une fonction bien précise dans leur quotidien, et en ce sens, elles ne sont pas de l'art. Le côté artistique passe bien après tout le reste. Vous avez une statuette de fécondité si vous avez envie d'avoir un enfant. Vous avez des statuettes ou des statues qui représentent, qui permettent d'évoquer les ancêtres disparus, où il peut y avoir pour soigner une maladie ou pour obtenir une bonne récolte. Et lorsque vous avez obtenu ce pourquoi vous faisiez cette pièce, eh bien la pièce elle est plus ou moins abandonnée. Elle ne sert plus comme une boîte de médicaments usagée.
plus âgés, quoi. Alors on a quelques images justement qu'on avait récoltées hier, on était venu vous voir. Si vous pouvez éventuellement, si nous en régie on peut lancer ces images, commenter ces quelques images. Donc à l'entrée par exemple, on a cette grande statue. C'est une statue assez spectaculaire qui est un gardien de village. D'accord. En pays Bangwa, au nord-ouest du Cameroun. Les masques, on en retrouve énormément sur votre exposition. Alors les masques, bien sûr, parce que ça fait partie du rituel africain, sert généralement aux sociétés secrètes. Et on entend par sociétés secrètes souvent des sociétés qui sont chargées de l'éducation et de l'initiation des enfants ou des adolescents, voire des adultes. À partir de 7 ans, ils sont jusqu'à 7 ans avec la mère, et après ils passent, c'est chargé un peu de former les hommes. Les hommes et les filles aussi, et les filles aussi. Il y a même des sociétés secrètes purement féminines et qui dirons-nous, pour nous, c'était l'ancienne école de morale ou d'éducation civique. C'est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le croire. Alors, ces statues, principalement, vous l'avez dit, la fécondité pour avoir de bonnes récoltes, elles ne représentent pas forcément des divinités comme on peut avoir, par exemple, en Égypte. Non, au contraire. Très souvent, il y a confusion. On dit, ce sont ils adorent des idoles ou des choses comme ça. Pas du tout. C'est pas plus que nous. Dans nos intérieurs, quand on avait une statue de la Vierge ou une statue des différents saints qu'il peut y avoir, c'est un peu la même chose. Et j'ai une phrase que j'aime bien, que j'ai mis en exergue à l'entrée: les statues ne sont pas les dieux, elles sont la prière. C'est-à-dire qu'elles servent de médiateur entre le monde d'ici-bas et le monde des esprits et des ancêtres qui sont très importantes dans la vie de l'Africain. On se rend bien compte des plateaux différents, des zones différentes de votre exposition, puisqu'on a des endroits où on voit justement les couleurs des réalisations sont très bois, puis on a un endroit. Par exemple, on a ce masque et on a un autre endroit aussi où on a des réalisations toujours en bois mais qui ont été peintes dans des couleurs. On voit des rouges, des bleus, mais des couleurs très présentes en fait. Alors ça, vous faites allusion sans doute au tableau que l'on a sur les marionnettes subsahariennes de la région du Mali ou du Burkina Faso, qui sont effectivement très colorées et qui ont beaucoup de charme. À côté, vous avez des bronzes du Bénin, des statues en bronze qui sont là plus souvent des pièces d'apparat dans les cours royales. Voilà. On les voit là justement, les marionnettes. Les fameuses marionnettes du Bénin. En face, il y a un stand sur les fétiches. Oui. Donc attention à ceux qui ont peur des mauvaises ondes. Oui, on voit des poupées un peu comme des poupées vaudou avec des clous. Il y a des poupées vaudou qui sont justement des pièces qui sont chargées d'exaucer vos vœux au-delà. Donc elles sont des intermédiaires avec les vœux que vous pouvez faire, des vœux bénéfiques ou maléfiques, ça dépend de ce que vous souhaitez. Alors justement, quand on parle de ces vœux bénéfiques ou maléfiques, avec tout cet univers qu'il y a, il y a de la magie bien sûr au travers de toutes ces statues, toutes ces pièces que vous exposez. Quand on est en voyage, qu'on découvre, qu'on acquiert ce genre de pièces, est-ce qu'on se laisse emmener justement dans cette magie? Est-ce qu'on se met aussi à y croire? Disons que j'ai un œil plus, bien que je n'en sois pas, mais plus ethnologue, mais j'ai effectivement souvent des visiteurs qui y croient et qui peuvent émettre une sorte d'appréhension, même s'ils n'y croient pas trop. Ils restent pas trop près. Et j'en ai eu, par exemple, à qui j'avais confié des pièces, qui me les ont rapportées parce qu'ils m'ont dit: je supporte pas, je ne dors plus, il y a des ondes. On s'auto-suggestionne sans doute un petit peu, mais enfin, c'est une réalité. Et j'ai vu quand même, avec des féticheurs ou des sorciers, des choses assez étonnantes que notre esprit cartésien occidental a du mal à admettre. À comprendre et à accepter, je suppose. Tout à fait. Depuis le début de cette exposition, quelles sont un petit peu les questions qui reviennent quand les gens font le tour donc, de l'installation? Il y en a beaucoup qui viennent, je suppose, vous voir, qui laissent des messages dans le livre d'or. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ce qui revient le plus souvent, c'est que pour beaucoup, pour ne pas dire la plupart, c'est une découverte. Ils ne s'attendent pas à avoir quelque chose d'aussi complet.
on a beaucoup de préjugés sur ce qu'on appelle d'ailleurs à une certaine époque, on appelait ça l'art nègre, avec un certain mépris, et puis c'est souvent confondu avec ce que j'appelle l'art d'aéroport, les masques ou les choses qu'on vend en souvenir aux aéroports, et qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc il y a une sorte d'amalgame, et une visite dans cette expo remet un peu les choses en place, et pour beaucoup, ils le disent d'ailleurs, il y en a une dame qui m'a écrit ça m'a pris aux tripes. Alors qu'elle connaissait pas grand-chose, elle n'avait jamais été à la rencontre d'une telle exposition. Et on a d'autres personnes, j'ai cru entendre l'autre jour justement quand j'étais en train de tourner les images de votre exposition, qui connaissent déjà un petit peu l'Afrique, qui ne sont pas allés aussi loin que vous, justement, qui ont, on va dire, leur préférence dans l'exposition. Je me souviens d'une dame qui parlait de certains masques, qui disait qu'elle adorait ces types de masques, qu'elle en avait chez elle aussi. Vous avez rencontré d'autres, on va dire pas collectionneurs, oui, il y a des collectionneurs assez peu, mais il y en a quelques-uns. Mais il y a quand même une bonne partie de visiteurs qui ont été des coloniaux, qui ont eu des parents qui ont été aux colonies, et ils ont déjà un autre regard sur cette culture. On peut tout de suite passer au stade 2. Et pour eux, ça évoque des souvenirs et les ethnies, les pays dans lesquels ils étaient. Généralement soit à l'époque de la colonisation, donc en gros avant les années 60, à l'époque des administrateurs coloniaux, ou alors des personnes qui ont été à titre de la coopération en Afrique. Mais il faut dire que même maintenant, quand on y va, on voit pas forcément ça, parce que ce sont des traditions qui se perdent. Dans les villes, ça a complètement disparu, et il faut vraiment aller dans la brousse, dans les endroits plus reculés, pour trouver encore une culture et des croyances qui supportent ça. Alors Alain, dernière question. Là, on a 300 pièces. Le restant de l'année, quand vous n'êtes pas à une exposition, toutes ces pièces, vous les entreposez où ? Elles sont entreposées à la maison, les pièces, le mobilier est dans un hangar, et donc je cherche à aboutir en quelque sorte sur un lieu qui permettrait d'avoir une... J'aime pas le terme, j'aime pas trop le terme musée, parce que ça fige un peu les choses, et je m'attache plus au vécu, au pourquoi, au comment, qu'au seul aspect esthétique de la pièce. Donc c'est plus quelque chose qui vient, une mise en scène, une reconstitution un petit peu, qui permet aux visiteurs de mieux comprendre à quoi ça servait, dans quelles conditions, et par là à mieux comprendre la culture et l'âme africaine. Par exemple, juste encore un petit détail, le culte des ancêtres, l'approche de la mort. La mort chez eux n'est pas la mort physique du corps. La vraie mort, c'est celle qui intervient lorsqu'il n'y a plus personne sur Terre pour évoquer votre souvenir, votre mémoire. D'où l'angoisse de l'Africain de l'oubli, d'avoir une famille nombreuse qui lui permettent de vivre bien au-delà de la mort physique. Et donc ça a une conséquence, c'est que la démographie galopante. Parce que autrefois il y avait une quinzaine d'enfants en moyenne par famille, mais il y en avait 12 ou 13 qui disparaissaient en bas âge. Maintenant, avec quand même une certaine hygiène de vie, les vaccins et tout, c'est toujours 15 enfants, mais il y en a 13 qui vivent. Donc ça devient une démographie complètement galopante, même irrationnelle. Et pourtant, tous les campagnes de planning familial ont échoué à cause de cette croyance. Il faut commencer par prendre le côté culturel pour arriver peut-être un jour à une maîtrise de la démographie, comme ont pu le faire peut-être les Chinois. Mais en Afrique, ça n'a absolument pas marché. Alors en fait, au niveau de l'image de la mort, ils ont on va dire un devoir de mémoire qui est très ancré. Tout à fait. La présence des morts physiques dans le quotidien des vivants est absolue, elle est quotidienne. D'accord. Alain Verret, j'aime pas spécialement parler d'argent, mais si on devait estimer votre collection, elle est plus sentimentale, entre guillemets, que monétaire, on va dire. Aucune idée.
Aucune idée, je me suis jamais livré à ça. Estimation. Et bon, de toute façon, dans ces cas-là, il y a sans doute un prix, mais encore faut-il aussi trouver l'acquéreur qui souhaite mettre ce prix. Mais bon, comme vous dites, c'est plus, c'est une passion, et comme toute passion, on ne compte pas. Je cherche plutôt à la faire partager, en ce sens de trouver un lieu qui me permette de le faire à demeure. Mais non, j'ai jamais fait l'addition, et il vaut peut-être mieux pas. Et des collectionneurs ont tenté peut-être de vous acheter certaines de vos pièces? Pardon ? Des collectionneurs ont peut-être tenté de vous acheter certaines de vos pièces? Parfois j'ai des demandes. Bon, parfois je cède aussi pour pouvoir aller enquérir d'autres. Mais bon, chaque fois j'ai aussi une petite pincement au cœur. Une petite réticence, un petit pincement au cœur. Chaque fois que j'ai vendu une pièce auquel je tenais, j'ai pu à peu près regretter après. D'accord, très bien. Merci beaucoup Alain Verret d'être venu nous parler de votre exposition. Je vous le rappelle, elle est dans le hall D, Rêves et cauchemars d'Afrique. Mieux vivre, c'est aussi pour se fabriquer des souvenirs. Alors allez faire un tour dans ce hall D sur Rêves et cauchemars d'Afrique.